Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit n'importe quoi et je suis contente de le faire parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Si vous connaissez pas le concept, j'ai emprunté de la chaîne des îles. En gros je présente un peu mes découvertes, favoris, coups de cœur du mois. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre n'importe quoi du mois, donc quels sont vos films, séries, livres, découvertes de ce mois-ci. Et on commence sans plus tarder. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Dans la catégorie livres, donc j'ai lu 3 livres différents qui n'ont vraiment rien à voir, c'est même pas les mêmes types de livres en fait, de format. Du coup c'est cool parce que ça fait vraiment de la diversité. Le premier c'est Les Vagues de Virginia Woolf. Alors il n'est pas à moi, je l'ai piqué à ma soeur d'ailleurs, elle l'a dit dans une de ses vidéos. Car cette année, alors je ne lis pas que des classiques, hein, je vous rassure, mais c'est justement un de mes objectifs, c'est de me mettre un peu plus à lire les classiques de la littérature du 20e, du 19e siècle, tout ça. J'avais déjà lu Mrs. Dalloway avec lequel j'avais eu un peu de mal parce que c'est très descriptif et contemplatif, et Une chambre à soi que là j'avais vraiment adoré. Enfin vraiment je vous le recommande si les questions de littérature et de féminisme vous intéressent. Et là je me suis attaquée aux Vagues de Virginia Woolf. Donc si on enlève la préface et le dossier qui suit, il n'y a que 330 pages, enfin il n'y a que... C'est quand même un format poche et c'est écrit assez petit, donc faut être motivé. Mais du coup, l'histoire ça raconte quoi? En fait on va suivre l'histoire de 6 jeunes amis, donc 3 filles, 3 garçons, de leur enfance jusqu'à un peu tout au fil de leur vie, qui vont devoir apprendre à vivre avec le deuil, vu que leur ami Percival va mourir à un âge assez jeune, donc ça va être un choc pour tous et ils vont tous un peu plus ou moins bien le gérer dans chacun leur vie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là encore c'est très descriptif et très contemplatif, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est énormément de questions philosophiques sur le sens de l'existence, le sens de pourquoi on est là, comment on gère la solitude, l'amour, qu'est-ce qui fait que notre vie a du sens. Pour certains ça va être de construire une famille, d'autres ça va être d'avoir une carrière, d'autres c'est de trouver l'amour, d'autres c'est de profiter de chaque jour. Donc on a 6 profils vraiment différents avec des caractères différents qui vont bien sûr s'entrecroiser parce que ils se connaissent quand même depuis tout petit, donc il va y avoir des liens qui s'unissent entre eux, que ce soit amitié ou même amour. Il va y avoir plusieurs histoires d'amour. Et bien sûr le sujet principal c'est la question du deuil, c'est comment gérer la mort de quelqu'un, quelles questions ça amène aussi, parce que du coup c'est souvent au moment où on perd des gens qu'on se rend compte du concept de la vie, mais aussi de son absurdité. Enfin genre on est là sur une planète, puis un jour on va faire pouf et on va disparaître, c'est très bizarre. Et c'est le genre de questions qui m'intéressent en même temps qui m'angoissent, du coup c'est un peu contradictoire, mais je pense que c'est un peu ça pour chaque être humain. Donc c'est un livre qui est vraiment porté sur la réflexion et il se passe pas forcément beaucoup d'action, même si on va voir chaque personnage évoluer au fur et à mesure. En fait il y a même pas de dialogue, si vous voulez, c'est des soliloques, j'ai appris ce mot à la fin du livre. C'est intéressant parce qu'il y avait un petit dossier qui expliquait un peu pourquoi elle avait voulu écrire ce livre, tout ça. Certains évoquent le fait qu'elle a perdu son frère et que du coup Percival ça représente un peu la mort de son frère. Et donc si vous voulez en fait c'est vraiment des passages je sais pas si on voit, mais il n'y a pas de dialogue qui s'enchaîne. En fait, c'est chacun a des petits monologues qui vont se répondre les uns aux autres sur une même séquence. Par exemple, il va y avoir un repas, ils vont se retrouver, je sais pas, au bout de 5 ans. Et donc, on va avoir les 6 visions de chacun du repas. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de dialogue fluide. C'est vraiment des gros blocs de pensée de chaque personnage. Donc, je préviens, ne vous attendez pas à un gros truc rempli d'action. De toute façon, c'est pas tellement le style de Virginia Woolf, de ce que j'ai pu en lire. Et j'ai beaucoup aimé, même si c'était long et fastidieux, parce que, vous savez, ça reste quand même de la belle littérature d'époque. Donc, il y a des fois des phrases, tu comprends pas tout. Et t'es en mode c'est long, ça décrit beaucoup, il se passe pas grand chose, mais il y a vraiment, enfin elle écrit extrêmement bien, il y a vraiment de très beaux passages que des fois, si j'ai plié plein de pages, des fois il y a carrément toute la page, t'es en mode tu lis, t'es en mode c'est trop beau, je veux tout retenir. Donc elle a vraiment une plume magnifique, ça on ne peut pas le nier, c'est clair. Mais voilà, c'était un petit peu long des fois, j'étais en mode bon, ça n'avance pas trop, je rame un peu, mais je me forçais à lire un peu tous les jours parce que sinon tu peux vite décrocher. Et ce genre de livre, faut être vraiment concentré pour arriver à suivre. Parce que pareil, il y a des passages j'ai eu du mal à comprendre parce qu'en fait on saute un peu vite dans le temps. C'est daté en même temps pas trop, des fois ils disent leurs âges donc tu sais un peu où t'en es dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de temporalité précise et concernant la mort de Percival, dans le résumé c'est dit, donc je me dis c'est au début du livre. Et en même temps, il y a toute une partie du livre où on sait pas trop s'il est déjà mort ou pas, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'on le sait au milieu, genre on sait comment il est mort au milieu du livre. Sauf qu'avant il y a des petits sous-entendus sans jamais savoir s'il est vraiment mort. Donc ça c'était un peu flou dans ma tête. Après je sais que j'ai pas une grosse logique pour ce qui est des intrigues de films et de livres. Donc des fois j'ai du mal à comprendre. Si d'autres l'ont lu, dites-moi si vous aussi vous avez du mal à comprendre cette temporalité là. Mais en tout cas si ce sont des questions qui vous intéressent, voilà, sur le deuil, l'existence, les réflexions philosophiques, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bien écrit. J'ai ensuite lu Les Pays d'Amir de Séverine Vidal et Adrien Huelva. Donc c'est une BD qui est chez ma soeur qui est sortie très récemment. Et l'histoire
m'a attiré beaucoup. En fait, on va suivre Amir, un jeune réfugié syrien qui est arrivé en France récemment, mais le foyer où il vit va prendre feu, donc il n'a plus nulle part où aller. Et une des bénévoles qui fait parfois des maraudes pour distribuer à manger aux migrants va lui proposer de l'héberger chez elle vu que elle a de la place. Donc elle a un mari et 3 enfants il me semble, donc elle a déjà sa propre famille tout ça, mais du coup elle va l'accueillir au sein de celle-ci. Et entre eux ça va plutôt bien se passer, mais ce qui va être plus compliqué c'est avec le père de l'autre qui est très raciste et qui a du mal du coup à accepter Amir dans son environnement. Ce père est propriétaire d'un restaurant mais il va tomber malade, il va avoir le Covid. Du coup ça va être Amir qui va aller au fourneau dans la cuisine parce qu'il sait très bien cuisiner et il va apporter un petit peu son côté oriental et syrien aux recettes. Donc est-ce que le papa va finir par l'accepter? Est-ce que Amir va réussir à s'intégrer en France ou en Espagne parce qu'il hésite entre les deux pays? Je vous laisse le lire pour le découvrir. J'ai personnellement beaucoup aimé l'histoire et les dessins, les couleurs sont vraiment très belles. C'est des couleurs assez chaudes donc ça rappelle forcément les pays d'Orient. Les personnages sont vraiment très touchants, on s'attache à eux et c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un réfugié parce que ce qu'il a vécu c'est vraiment horrible et même s'il continue de vivre en France, le racisme tout ça, ça continue d'être quelque chose d'horrible et de pesant pour lui et son mental. Et c'est vrai que nous en étant privilégiés en France, en étant blancs, on n'a pas du tout ces remarques. Donc ça permet aussi de comprendre ce point de vue là des personnes racisées qui subissent toutes ces injustices. Et c'est intéressant aussi parce que ça dénonce un peu ce racisme banalisé de la part des personnes. Ouais mais tu comprends, il a vécu à notre époque, c'est normal qu'il soit raciste. Bah non en fait. J'ai aussi trop aimé parce qu'il y a plusieurs pages avec des recettes syriennes que personnellement je connais pas du tout. Donc ça m'a trop donné envie d'en essayer et peut-être ferai une vidéo là-dessus pour faire 2-3 recettes de Syrie de la BD parce que vraiment ça donnait trop faim. Le seul reproche que je pourrais faire c'est que des fois je trouve qu'on passait vite d'une séquence à une autre. Genre il y a des fois où j'étais en mode mais j'ai raté une page, c'est pas possible. Parce qu'en fait dans les dialogues ils évoquent quelque chose comme si on l'avait vu alors qu'il n'y a pas eu la scène imagée. Donc ça m'a un peu perturbée en mode j'ai l'impression qu'on passe vite de 0 jours à ça fait 3 mois qu'il est là dans la maison. Mais après on arrive quand même très bien à suivre l'histoire et les personnages sont très mignons et on s'attache vraiment beaucoup au parcours d'Amir. Donc je vous la recommande grandement, encore plus si vous aimez la cuisine. Et on passe au petit manga, enfin petit, c'est plus grand qu'un manga de base. C'est My Broken Mariko de Waka Hirako. Il est pas si vieux et il avait fait beaucoup parler à l'époque et tout le monde l'avait bien aimé, il avait eu vraiment de bons retours. Donc je me suis laissé tenter, mais genre je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Mais il était dans le sud, donc là ça y est, je l'ai récupéré. Et du coup je l'ai lu tout récemment, c'est-à-dire hier. Et je suis un peu mitigée sur le livre parce que déjà, on croit qu'il est gros, mais finalement il y a genre la fin, c'est, vous savez, c'est une autre petite histoire de l'autrice. Et même il y a une interview avant, ça c'était sympa l'interview pour comprendre un peu le point de vue des choix artistiques de l'autrice. Et je n'ai même pas résumé le livre, ça commence bien. Donc en fait on va suivre Tomo qui va faire le deuil de son amie Mariko, sa meilleure amie qui est subitement décédée, donc elle s'est suicidée. C'est un manga qui est pas forcément facile puisque ça aborde le thème du suicide et du deuil et de faire face à la mort de quelqu'un, d'un être cher, mais c'est aussi intéressant de, parfois ça fait du bien aussi de dire ces choses-là, pour voir qu'on n'est pas seul face à ses sentiments. Tomo est attristée par la mort de sa meilleure amie et elle va vouloir faire un dernier voyage avec elle, avec son urne de ses cendres. Donc elle va partir sur une des îles vers Hawaï et voilà, ça va être un vrai itinéraire vu qu'elle va marcher, mais ça va aussi être un chemin qu'elle va faire dans sa tête pour réussir à accepter ce deuil là. Et en vrai j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est trop rapide en fait. Enfin, on la voit juste, ok, au début elle est choquée, elle va prendre l'urne, elle va faire le chemin et je sais pas, c'est pas trop assez approfondi je trouve. On comprend un peu pourquoi Mariko a fait ça, son passif, tout ça, mais en même temps les passages qu'il mettait, je trouve qu'on représentait pas Mariko sur son meilleur jour. Enfin, en même temps où elle a un passif difficile parce que voilà, elle a une famille violente, tout ça. Je sais pas, il m'a manqué d'un truc pour me dire waouh, c'est vraiment bien. Les dessins sont sympas, mais là encore le style est très particulier, je sais pas si on peut se rendre compte. Vous voyez, c'est manga, mais c'est un peu horrifique ou quoi, et en fait j'ai vu qu'elle s'est pas mal inspirée des BD, des comics américains, tout ça. Oui, c'est un peu en mode... je sais pas si on dit darky, tout ça, mais c'est pas les mangas doux. Enfin, moi je lis plutôt des shoujo, donc c'est des trucs mignons kawaii. Là c'était un peu plus noir. Bon, ça va aussi avec le thème, hein, ils vont pas faire que des trucs mignons alors que ça parle de la mort. Mais du coup, ouais, je suis un petit peu déçue parce que, vu tous les bons retours, je me suis dit ça va être trop bien. Il m'a manqué un truc. Même si après c'est cool parce que l'autrice a expliqué qu'elle se sentait pas assez représentée dans la culture du manga. Et donc là, elle avait vraiment choisi des héroïnes, voilà, qui sont des femmes et qui sont pas forcément les traits féminins, vous savez, trop clichés en mode les seins énormes, les fesses énormes. Non, là, on s'est concentré sur l'aspect psychologique et c'est bien plus intéressant. Donc c'est sympa, si le thème vous plaît, ça se lit, mais c'est pas non plus un coup de cœur, je reste un peu sur ma faim. Après c'est peut-être parce que c'est un one shot et j'ai pas l'habitude de lire ça, donc ça m'a peut-être frustrée d'avoir qu'un seul manga, je sais pas trop. On passe aux séries, et je suis désolée, je n'ai qu'une série à vous présenter, mais je pense que la vidéo va quand même durer 20 minutes. Yes. Le week-end dernier, j'ai commencé avec ma mère Working Moms.
cet accent terrible, Working Moms, je sais pas comment on le dit, de Catherine Reitman, qui est en ce moment sur Netflix. En fait, j'en ai pas du tout entendu parler, mais c'est juste que là, c'était dans mes recommandés parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient de sortir. Il y a en tout 7 saisons et 83 épisodes, donc pour l'instant, je n'en suis qu'à la deuxième, j'ai vu toute la première. Donc c'est écrit et créé par Catherine Reitman, qui est aussi l'une des actrices principales. On retrouve également Juno Rudel, Daniel Kind et Jessalyn Wan-Lim. Alors personnellement, je ne les connaissais pas du tout. Il y en a une, son visage me parle, mais je crois même pas qu'au final, je la connaisse tant que ça. Mais j'ai beaucoup aimé chaque actrice, je trouve qu'elles incarnent parfaitement leur personnage. Et donc à propos de l'histoire, on va suivre le quotidien de 4 jeunes mamans qui viennent d'avoir des enfants mais qui reprennent le boulot. Et donc c'est pas forcément quelque chose d'évident et de encore très bien accepté dans notre société, même si ça évolue bien sûr. Mais voilà, des fois on est en mode balance, c'est la maman qui doit rester s'occuper du petit, alors que non. Le papa peut aussi prendre des congés paternité, en tout cas ça existe en France et en Amérique aussi, on a cette chance là quand même si je suis pas sûre que ce soit le même temps pour les deux. Et du coup on va suivre le quotidien de ces 4 mamans qui ont chacune des problématiques un peu différentes. Il y en a une qui adore son travail, qui est à fond dedans et qui va hésiter entre mettre sa carrière en avant au détriment de sa famille, mais c'est pas vraiment au détriment, mais pour certains c'est perçu comme ça. Une autre qui en reprenant le travail va un peu se laisser séduire par son nouveau boss. Elle veut séduire mais en même temps elle a une famille, mais du coup elle se perd un peu en chemin, elle sait plus trop qui elle est, qui elle veut être. Une qui va connaître la dépression postpartum, donc voilà la dépression qui peut survenir après l'accouchement parce que c'est quand même un énorme bouleversement d'être maman, et du coup elle va avoir un peu de mal à l'accepter, elle va avoir des hauts, des bas, des chutes, des rechutes. Et la dernière qui a donc 2 enfants, qui a déjà une fille de 9-10 ans et qui a du mal à se lier avec ses enfants, qui a du mal à leur donner de l'affection, elle sait pas trop comment être une bonne mère, même s'il n'y a pas de notice de la bonne mère. Et donc il y a 3 couples hétérosexuels, un couple homosexuel, donc c'est cool parce qu'il y a la diversité. Même au niveau des acteurs, on a un cast avec plusieurs ethnies, donc ça c'est cool aussi, ça fait du bien à voir. Les épisodes durent 20 minutes, donc ça se regarde vraiment très vite, ça s'enchaîne bien, et j'ai vraiment adoré. Je trouve que la série est très sympa, c'est vraiment sur un ton humoristique, enfin vous savez c'est style comédie dramatique quoi, c'est que t'as plein de petites touches d'humour, puis en fait ça a des sujets quand même plus profonds qui sont abordés, et du coup ça fait du bien de lier les deux parce que on n'est pas dans le pathos pur, c'est des passages, des périodes que les mamans peuvent connaître je pense, et du coup ça permet pour celles qui sont mamans de se reconnaître, et même pour moi qui ne le suis pas, on passe vraiment un bon moment. Les personnages sont attachants, et même s'ils font parfois des erreurs et que nous on est dans le jugement à dire tu fais n'importe quoi frérot, on arrive à les comprendre et à se dire pourquoi ils font ça, parce que c'est aussi des remises en question sur ta propre vie quand tu donnes toi-même la vie, donc il y a énormément de chamboulements dans chaque être et chaque maman le gère à sa manière. Donc voilà, si le thème vous intéresse, si vous avez envie de voir des bébés crier, non je rigole, en bref ça va, ils sont mignons dans la série. Quelque part c'est aussi une série féministe parce que voilà, on aborde la maman moderne qui met en avant sa carrière aussi, qui a un job, qui n'est pas que mère, qui n'est pas que épouse. Ça casse un peu tous les anciens codes qu'on a sur les stéréotypes de qu'est-ce que la bonne mère parfaite, et ça fait du bien. If you want to bring one foot forward into a lunge and a half moon crescent, and then come down, yeah, for a boat pose. Can we all be brave adults and just admit that babies don't need yoga? On passe maintenant avec 2 films français qui en plus m'ont fait pleurer. Voilà, on reste sur les thèmes tristes, j'en sais n'importe quoi. Non, vous allez voir, ils sont vraiment incroyables. Le premier, c'est Papicha de Ménia Medour qui a été réalisé en 2019. J'avais hâte de le voir parce que c'est un des films qui a révélé Lina Coudry. Je sais pas si vous voyez c'est quelle actrice, mais elle a fait depuis Haute Couture, elle a joué dans le dernier Wes Anderson, on l'a vu aussi dans Les Trois Mousquetaires, et cette actrice, je l'aime trop, je trouve qu'elle a un charisme de fou. En même temps, elle fait jeune, en même temps j'ai appris qu'elle avait 30 ans, ça m'a choquée. Et je sais pas, je trouve qu'elle dégage quelque chose de très spontané, naturel, et c'est super beau à voir. Donc voilà, depuis Haute Couture, c'est là où je l'ai découverte, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour elle, et j'avais hâte de voir ce film. Donc on va suivre l'histoire de Nejma, qui a 18 ans et qui vit à Alger dans les années 90. Elle est en fac de lettres, mais elle est passionnée de mode, elle va tout faire pour organiser un défilé dans sa fac. Sauf qu'à cette époque, en fait, je savais pas, ça se trouve c'est que moi qui suis inculte, mais il y avait l'islamisme extrémiste qui rentrait de plus en plus à Alger. Donc il y avait plein d'attentats, plein de fusillades, on te contrôlait tout le temps, dans certains quartiers il fallait porter le voile. Alors c'était super contradictoire aussi parce que certains disaient il faut porter le voile pour vous protéger parce que sinon on va vous punir, mais pas forcément tout le monde était pour, mais bon bah tu te soumettais parce que tu tenais quand même à ta vie et à ta peau. Mais Nejma c'est une rebelle, elle va se battre coûte que coûte pour organiser ce défilé, même si bien sûr vous l'aurez compris c'est très difficile en ces temps-là, et surtout en tant que femme, on n'a pas le droit de faire la fête, on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit de vivre pour nous quoi. Et voilà, elle va refuser de porter le voile, elle va arracher les affiches dans les rues, enfin elle va vraiment défendre son droit en tant que femme, en tant que citoyenne, même s'il est de plus en plus réduit. Et elle va se battre coûte que coûte pour réussir à faire son défilé, malgré tous les obstacles qu'elle va rencontrer, certains qui sont très très durs. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, ça va aborder plein de thèmes différents, donc déjà la question de la femme, d'émancipation, de la liberté de la femme, du corps, tout ça qui est ici complètement contrôlé, les relations familiales, les relations amicales et amoureuses aussi en ces temps-là, le fait de est-ce qu'on va quitter Alger ou est-ce qu'on reste ici parce que c'est toujours très
compliqué, on se dit là il n'y a pas d'avenir, la montée des extrêmes elle est là quoi. Donc est-ce qu'on fuit ça ou est-ce qu'on reste pour se combattre et se battre pour nos droits? Donc, vraiment des sujets hyper intéressants, hyper variés. Le personnage de Nejma il est vraiment beau, il a du caractère, alors des fois il est casse-couille mais en même temps c'est ça qui lui permet de voilà, d'avoir de la force d'affronter chaque jour. Et on a vraiment une sororité très présente. En fait, il y a pratiquement que des personnages féminins, puisque elle est dans un dortoir avec que des filles, donc il y a vraiment une amitié qui va se construire, qui va être forte entre les 4-5 filles du même groupe. On a aussi les relations avec sa sœur et sa mère qui sont très fortes. Donc toute cette partie-là est très belle, mais en fait le film est très dur parce que va y avoir plusieurs attentats, plusieurs explosions qui vont bouleverser le quotidien des jeunes filles. Et on ne s'y attend pas et c'est extrêmement violent. C'est pour ça que ça m'a fait chialer en fait les 20 dernières minutes parce que j'étais en mode c'est horrible parce que c'est réel. Et même si c'était à l'époque, on sait très bien que ça se passe encore pour tout ce qui est en Iran, en Afghanistan, enfin le droit des femmes qui est complètement bafoué, qui est complètement supprimé. Et tu te dis juste parce qu'on est d'un sexe différent, c'est terrible d'être autant méprisé, d'être autant rabaissé, d'être autant emprisonné dans une fonction de juste femme. C'est un film fort, puissant, nécessaire, avec aussi une belle esthétique. On est près des personnages, tout le temps avec eux, complètement immergé dans l'histoire, et c'est ça qui rend les émotions d'autant plus fortes à voir et à ressentir. Il y a vraiment de très belles scènes, de très beaux passages, mais aussi voilà, des scènes un peu plus violentes. Dans les actrices, on retrouve aussi Shirin Boutella et Meryem Mechkran, qui sont le groupe de filles avec Lina. Et elles sont vraiment très touchantes, tout le monde joue très très bien, donc c'est vraiment un film que je vous recommande si vous voulez voir plus de films réalisés par des femmes, avec des personnages féminins en héros, et avec des questions de société importantes. البنات حابة ندير un défilé et vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça? حفلة خلاص يا البابيجا. Allez, vous inquiétez pas, j'avais gardé le meilleur, je sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais un film un peu plus positif, un peu plus good vibes, qui fait vraiment beaucoup de bien. C'est Play de Anthony Marciano, réalisé aussi en 2019. Une bonne année pour le cinéma, je trouve. On retrouve dedans un cast assez chouette composé de Max Boublil, Alice Isaz, Camilou ou encore Alexandre Desrousseaux. J'aime beaucoup Max Boublil, donc j'avais hâte de découvrir ce film où j'avais entendu que des bons retours, je le voyais souvent passer sur TikTok et tout, et je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment trop aimé le mood. En fait, on va suivre l'histoire de Max, c'est un jeune ado à qui on va offrir sa première caméra à ses 13 ans en 1993 et il va filmer toute sa vie, tout son quotidien, tous ses moments en famille, entre amis. Et en fait, le début du film commence par Max qui est un peu plus vieux et qui se dit j'ai besoin de tout revoir. Et le film, ça va être que des vidéos cassettes, que des vidéos caméscope de voilà, tous ces moments quotidiens partagés avec ses proches. Et je trouve que ce type de mise en scène marche vraiment très très bien. Enfin en fait c'est aussi parce qu'il y a de bons personnages je pense. On ne s'ennuie pas, il y a vraiment un bon groupe de potes qui est constitué dès le début et qui va grandir au fur et à mesure. On a également voilà, les relations avec la famille, les parents qui vont à un moment divorcer, la grande sœur qui part, tout ça. Et c'est vraiment le film nostalgique par nature quoi, parce qu'en fait tu deviens limite nostalgique d'une époque et d'un groupe de potes que t'as pas connu et je trouve ça assez fort à ressentir. Personnellement moi je suis une grande nostalgique et je le fais moins maintenant, mais quand j'étais petite je regardais tout le temps des vieilles photos, des vieilles vidéos de notre enfance, des anniversaires passés, tout ça. Et ça fait énormément de bien et en même temps c'est triste parce que tu dis c'est déjà passé, mais c'est bien parce que c'est arrivé aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Et vraiment j'ai trop aimé le concept, le fait de voir que des images en caméscope et tout, je trouve ça fou parce qu'on est vraiment complètement immergé dedans. Et il va y avoir une histoire d'amour, je ne vous dis pas laquelle, je rentre pas dans les détails, mais juste si vous aimez les films romantiques avec de la comédie, si vous êtes fan aussi et nostalgique voilà, de toutes les vieilles cassettes vidéo, tout ça, je pense que vous allez adorer ce film. Le fait d'être vraiment comme ça en immersion avec les personnages fait que même si on les connaît pas par cœur, on s'attache à eux, on voit un peu ce qui se passe aussi entre les uns les autres. J'ai lâché ma petite larme vers la fin, je vous dirai pas pourquoi, mais si vous le regardez, je pense que vous allez comprendre. C'est vraiment un film beau sur voilà, le temps qui passe, sur l'enfance, l'adolescence et les choix de vie aussi qu'on fait. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais Max veut devenir comédien et forcément c'est pas le métier le plus facile, hein. Donc on va le voir aussi évoluer, tenter de percer. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais ça demande un travail de longues années. Et ça aussi c'était intéressant à voir et de voir que pour ce genre de métier il faut vraiment pas lâcher, et même pour n'importe quel rêve en particulier, en fait si tu te donnes à fond et si tu tiens longtemps, t'as plus de chances de y arriver que si tu t'arrêtes au bout d'une semaine quoi. J'ai oublié de dire que j'ai aussi beaucoup aimé la vibe justement des années 90 parce que ça va vraiment être des vidéos des années 90 aux années 2010. Du coup c'est vraiment un film nostalgique en fait, même sur l'époque qu'on a vécu plus petit. Alors je n'ai que 21 ans, mais je pense que ceux qui sont nés dans les années 85, ça va vous faire encore plus un grand choc parce que il y a vraiment des scènes avec des vieilles musiques, des vieilles rêves de films, tout ça. Donc c'est vraiment un retour vers le passé qui nous touche mais qui fait du bien aussi. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Action, vérité. Action. Au revoir caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne.
C'est déjà la fin de ce n'importe quoi. J'espère qu'il vous aura fait découvrir plusieurs œuvres, qu'il vous donnera envie de voir tel film, de lire tel livre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour n'en rater aucune autre, et encore une fois à me dire en commentaire vos découvertes du mois. J'adore les lire et ça permet d'en découvrir de nouvelles. Quoi de mieux? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.